Bienvenue dans le Laboratoire 2. Avec ce podcast, tu vas découvrir l'histoire de femmes scientifiques et de leurs recherches au cœur de leur laboratoire. Dans chaque épisode, une scientifique va te présenter ses recherches avec l'un de ses collaborateurs et ce sera à toi de découvrir quelle énergie elle a découvert. Sois bien attentif. Ma chère Émilie, vous savez à quel point il est important pour moi de vous soutenir dans vos recherches scientifiques. Toutefois, cela fait maintenant plus de 2 heures que je vous observe en train de lâcher des billes de plomb depuis les différentes marches de cet escabeau. Et je dois bien vous avouer que je ne suis pas sûr de saisir les tenants et les aboutissants d'une telle expérience. Si vous pouviez éclairer ma lanterne de pauvre philosophe, je vous en serais hautement reconnaissant. Voltaire, voyons. Je pensais que votre esprit logique et votre grand sens de la déduction vous auraient mis sur la voie. Il est vrai. Mais là, je dois bien avouer que je ne saisis pas bien le but de la manœuvre. Je vais vous expliquer. Comme vous le savez, je suis passionnée par les sciences. Petite déjà, j'insistais auprès de mon père, le baron de Breteuil, pour obtenir la même éducation que mes frères. C'est de cette manière que j'ai pu étudier à loisir le grec ancien, l'anglais, l'allemand, le théâtre et surtout... les mathématiques. Exactement. Et j'étais en extase devant tous ces grands écrivains et scientifiques dont je dévorais les œuvres. Puis, lorsque j'ai eu 18 ans, en 1725, je me suis mariée au marquis du Châtelet. À cause ou devrais-je dire grâce à l'absence de mon époux, j'ai pu continuer d'approfondir mes connaissances en mathématiques, notamment en prenant des leçons avec 2 savants adeptes de la pensée d'Isaac Newton. Ah, ce cher Newton, un homme brillant. Je suis heureux d'avoir eu la chance de découvrir ses écrits. Mon exil de 3 ans en Angleterre aura au moins eu cela de positif. Isaac Newton est quelqu'un d'extrêmement brillant, en effet. Mais étudier ses théories n'était pas chose aisée. Il est de notoriété publique que les écrits de Sir Isaac Newton sont d'une grande complexité. J'ai moi-même eu bien du mal à les comprendre, alors que vous les avez dévorés avec une facilité déconcertante. J'ai d'ailleurs du mal à saisir pourquoi vous dites que la tâche n'était pas chose aisée. Car à l'époque qui est la nôtre, lorsqu'on est une femme et que l'on s'intéresse à ces disciplines, le plus complexe est de s'instruire et de se faire une place dans la communauté scientifique. Vous rendez-vous compte que pour assister à des débats entre hommes de science, je dois aller jusqu'à me déguiser en garçon pour pénétrer dans les endroits où ils ont lieu? C'est pathétique. Vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est pour cela que, lorsque nous nous sommes rencontrés en 1733, j'ai été ravie de constater que vous ne vous offusquiez pas de mon intérêt pour la physique et les mathématiques. Bien au contraire, et j'ai toujours été admiratif de vos connaissances. Vous m'avez d'ailleurs bluffé à de nombreuses reprises, comme cette fois, en 1737, quand nous avons participé au concours de l'Académie royale des sciences. À quoi pensez-vous au juste ? Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui l'ai remporté, ce concours, mais Leonhard Euler. Peu importe. Votre dissertation sur la nature et la propagation du feu a rencontré un franc succès. Elle a même été publiée, en faisant ainsi le premier ouvrage écrit par une femme et édité par l'Académie. Il est vrai. Une publication qui a d'ailleurs contribué à me faire un nom dans cette fameuse communauté scientifique, si difficile d'accès pour la gente féminine. Et je vous en félicite. Cependant, si je puis me permettre, bien que j'ai apprécié revenir sur votre parcours, je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous obstinez à jeter ces billes dans la gadoue. Ah oui! Voilà où je voulais en venir. L'une de mes activités principales est de traduire les œuvres de scientifiques tels que Newton, afin de faire connaître ses théories au plus grand nombre. Mais je travaille aussi sur les ouvrages de Leibniz, un philosophe
mathématicien, logicien, diplomate, juriste, historien, bibliothécaire et philologue allemand. Rien que cela. Oui, c'est une personne plutôt complète. Mais bien sûr, je suis également une scientifique. Et donc, je ne me contente pas de traduire leurs propos. Je confronte aussi leurs avis. Oh, intéressant. Passionnant même. Je refais tous leurs calculs, vérifie leurs formules, examine leurs raisonnements. Et en ce moment, je m'intéresse à une théorie de Newton qui veut définir l'énergie d'un corps en mouvement dans un référentiel donné. J'ai pas compris. Vous m'accompagnez dans mes recherches, c'est donc avec plaisir que je vais contribuer à votre formation scientifique. Vous voyez cette bille ? Aussi sûrement que je vous vois vous. Eh bien, ce que cherche à connaître Sir Isaac Newton, c'est la force de cette bille lorsque je la laisse tomber d'1 mètre, de 2 mètres, ou bien de 5 mètres. Oh, je vois. Car cette force change en fonction de la vitesse que la bille prend durant sa chute. Vous voyez ? Vous savez user de votre sens de la déduction quand vous le souhaitez. Et c'est tout à fait cela. Selon Newton, cette énergie est proportionnelle à la masse de la bille multipliée par sa vitesse. E égale m fois v. Oh, je vois. Oui, sauf que, grâce à ma petite expérience, je viens de prouver que Newton a tort. Quoi? Vraiment? Vous devriez vous en réjouir. Cela va mettre fin à une querelle de plusieurs années entre ce bon vieux Isaac Newton et ce cher Gottfried Wilhelm Leibniz. Car en réalité, l'énergie de la bille est proportionnelle à sa masse multipliée par sa vitesse, mais au carré. Ah, je vois. C'est une information qui pèse. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, E égale m fois v au carré. Incroyable. Avec une découverte pareille, vous allez vous faire connaître au-delà de la France. Je l'espère. Je pense même pouvoir être élu membre de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, la seule à être ouverte aux femmes. Et, en prouvant ainsi la proportionnalité de la force d'un objet par rapport à la masse et au carré de sa vitesse, je vais compter parmi les 10 savants les plus célèbres d'Europe. Assurément, et ce sera amplement mérité. Mais en fait, comment appelez-vous cette force, cette énergie que vous venez de définir? Eh bien justement, c'est la question que je me pose. Comment ça? Isaac et Leibniz parlent de force vive. Mais selon moi, ce nom ne convient pas vraiment. Donc, si vous avez une idée de l'appellation qui pourrait correspondre à cette formule que je viens de démontrer, je vous en serai reconnaissante. Si je comprends bien, vous souhaitez un nom pour définir l'énergie du mouvement d'un objet ou d'un être en fonction de sa masse et de sa vitesse. C'est cela. Avouez que c'est complexe. Oui, en effet. Mais un homme de lettres tel que moi devrait bien avoir une idée qui retienne l'attention. Et c'est en lien avec le mouvement. On pourrait donc penser à une appellation comme l'énergie du mouvement. Mais bon, non, ça ne sonne pas très bien. Toutefois, en grec, le mouvement se dit kinésis. On pourrait penser à l'énergie kiné, l'énergie ciné, à l'énergie ciné. Je n'arrive pas à trouver à la fin. Vous vous rapprochez, mon cher. Je pense qu'il faudrait quelque chose qui rime avec énergique pour montrer la puissance de cette force. Mais venez, allons nous promener dans les jardins du château. Vous y trouverez peut-être l'inspiration nécessaire. Excellente idée, comme d'habitude. L'énergie cinépique. Non, ça va pas. Non, ça va pas, ça va pas. Non, ça va pas. L'énergie